Et au-delà de la volonté de destruction d'Israël, c'est une attaque contre l'Occident. En 2100, un homme sur deux sera africain. L'Europe, c'est Tanguy. C'est le film Tanguy. Cet éternel adolescent qui, à 30 ans, n'a toujours pas quitté le domicile de ses parents. Christophe Gomard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Frontières. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien dans lequel on va pouvoir faire un tour du monde géopolitique fort de votre expérience parce que, je le rappelle quand même, vous êtes ancien directeur du renseignement militaire, ancien commandant des opérations spéciales et vous êtes aujourd'hui député français au Parlement européen et vous siégez au sein du PPE. Alors, c'est vrai qu'on va prendre le temps de faire cet état des lieux de l'actualité. J'aimerais qu'on commence peut-être avec l'actualité un peu récente, avec cette élection en Roumanie. Vous savez que le candidat roumain, donc le candidat nationaliste George Simion, a accusé finalement la France et la Moldavie d'ingérence au sein de l'élection. Il y a aussi Pavel Durov, qui est le directeur de Telegram, qui a affirmé avoir été contacté même par la DGSE. Est-ce que vous estimez que ces accusations elles sont plausibles ou est-ce que c'est des fake news ? Oui, sans doute, c'est l'ensemble. C'est un peu des fake news, c'est de l'influence. Ce que dit Pavel Durov à propos du DGSE, je n'y crois pas un instant. Que le DGSE, que je ne connais pas personnellement, mais dont je vois bien la personnalité, ça n'est pas la façon de fonctionner des services français. Pour avoir été l'un des directeurs de service, je vois bien comment on fonctionne et ça n'est pas la façon de faire. En revanche, sur les élections en Roumanie, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est de voir combien chacun s'accuse d'avoir plus influé que l'autre. Et en fonction du résultat, on l'a bien vu en Roumanie, où la première élection a été annulée, sous prétexte d'influence très, très forte, en particulier provenant de la Russie, ce qui est tout à fait envisageable. Et aujourd'hui, finalement, ce n'est pas le candidat d'extrême droite, c'est le candidat du centre-droit qui a été élu et qui correspond effectivement à ce que souhaite, j'ai bien vu au Parlement européen, les gens se réjouissaient que ce soit ce candidat-là qui ait été élu et non pas l'autre candidat qui était arrivé en tête, je crois, au premier tour. Oui. Donc oui, il y a forcément de l'influence, mais aujourd'hui, l'influence est partout. L'influence est dans les réseaux sociaux, l'influence est dans les médias, l'influence est dans tout ce que les jeunes aujourd'hui regardent la télévision, ne regardent pas la télévision, mais ils regardent les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit X, que ce soit pour les professionnels LinkedIn, mais derrière, il y a bien certains cherchent à faire passer des messages. Chacun cherche à influer et cette influence est valable dans toute l'histoire. On a cherché à influer sur la façon de penser. Pendant le débarquement de la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944, on a bien vu que les Américains et les Alliés avaient cherché à influer les Allemands pour leur dire non, en fait, l'attaque aura lieu à cet endroit-là et pas du tout là où vous pensez qu'elle le sera, de façon à ce que les troupes soient déplacées. Donc cette influence, cette désinformation, cette intoxication existe finalement depuis toujours, a toujours existé, en particulier dans les moments de crise. Or, nous sommes dans un monde en crise aujourd'hui et on voit bien que chacun cherche à faire passer ses messages plutôt d'autres. On voit bien avec le frérisme musulman et le rapport qui vient d'être édité ou rendu public, plus exactement. Donc oui, l'influence existe. Ça n'est pas une fake news. Chacun cherche à faire passer ses messages pour obtenir, pour arriver à faire passer une loi. Et on le voit bien avec, malheureusement, la loi sur l'euthanasie, où en changeant les mots, en poussant, en montrant des articles, en mettant en exergue des témoignages qu'on isole et on fait croire que c'est la majorité. Vous voyez, c'est des techniques d'influence. Les médias, sont non pas les idiots utiles, mais en tous les cas, propagent ça parce que le rôle d'un média, c'est quoi ? C'est diffuser de l'information. Pour d'autres, c'est au contraire de faire passer des idées et de l'idéologie. Donc voilà ce à quoi me fait penser ces élections en Roumanie. Qu'est-ce qui a tort, qu'est-ce qui a raison ? À la fin, les élections démocratiques, c'est fait dans un pays démocratique, la Roumanie, même si c'est un pays qui n'est pas parfait, comme toutes les nations démocratiques, avec sans doute des faiblesses, des erreurs, mais des points forts. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Je ne suis pas assez plongé dans la problématique des élections roumaines pour aller plus loin. Mais voilà ce à quoi ça me fait penser.
Vous avez évoqué justement la notion de crise, il y en a une qui est en cours, qui fait l'actualité, c'est celle à Gaza. Quel regard vous posez sur l'action diplomatique aujourd'hui de la France avec ce qui se passe à Gaza? Il y a aujourd'hui, ces derniers temps, une annonce de prendre position sur tout Gaza de la part de Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, ce serait une reconnaissance de Gaza? Quelle action diplomatique devrait avoir la France? Alors je pense qu'avant de parler de Gaza, il faut se souvenir, se rappeler du commencement. Le commencement, c'est quand même le 7 octobre 2023, date à laquelle des gens du Hamas ont massacré, assassiné, violé, pillé, enlevé des Israéliens qui ne demandaient rien d'autre que de vivre en paix, d'autant que les gens qu'ils ont attaqués, c'est-à-dire les gens des kibbutz ou les gens qui étaient dans cette fête dans laquelle beaucoup de jeunes, c'était plutôt des pacifistes, j'allais dire, plutôt des gens qui étaient pour un dialogue israélo-palestinien. Ces gens-là, quand on a vu les images, je ne conseille pas de les voir, tellement c'est assez atroce, on comprend que la population palestinienne ne veut plus supporter ça. Elle ne veut plus recevoir des obus, de roquettes, de mortiers, de drones qui partent de Gaza, qui partent du sud-Liban, voire qui partent du Yémen avec les Houthis. Et pour eux, c'est une question existentielle. Certains veulent la disparition d'Israël, eux veulent exister. Et on se souvient qu'en 1948, lorsque l'ONU, effectivement, a décrété l'existence d'un État d'Israël et qu'ensuite Israël s'est auto-reconnu, j'allais dire, et qu'ensuite Israël a fait la guerre aux pays arabes qu'elle a gagnée en 1949 et a construit son territoire avec une idée, c'est d'ancrer les Juifs, les gens de religion juive, sur cette terre d'Israël. Ça, c'est pour l'histoire. Mais ne jamais oublier, dans le dialogue israélo-palestinien, cette date du 7 octobre, qui a été vue comme une volonté d'éradiquer ce qu'était Israël. Donc après, en effet, ce que l'on peut voir, c'est que le Hamas continue de tirer sur Israël, que le Hezbollah, qui a quand même été, dont la tête avec Nasrallah a été coupée, les Houthis qui sont bombardés également par les Israéliens. Donc c'est trois proxys des Iraniens qui cherchent à détruire Israël. Et quand vous regardez les livres scolaires, dont certains ont été édités par l'UNRWA, vous savez, cette organisation des Nations Unies qui est là pour aider les Palestiniens, dans lequel il est marqué en toutes lettres, on apprend aux jeunes garçons et jeunes filles palestiniens qu'en fait, la solution, c'est de détruire Israël. On comprend mieux que cette guerre n'aura pas de fin, si ce n'est qu'à la fin, il faudrait quand même, on a d'un côté 7 millions d'Israéliens et 8 millions de Palestiniens, comment fait-on pour que ces gens vivent ensemble? Virer, j'allais dire, les 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza, sachant que dans quelques années, ça sera multiplié par 2, donc on aura 4 millions de Palestiniens à Gaza, on se rend compte de l'impossibilité presque que ça continue à fonctionner comme ça. Donc quelle est la solution? Je n'ai pas d'idée. Reconnaître un État palestinien, sans doute, mais où? On voit bien que la Cisjordanie est totalement mitée par des colonies israéliennes. On voit bien que Gaza, aujourd'hui, est invivable, c'est entièrement détruit. Le sol doit être truffé de bombes, de mines, etc. Quelle est la bonne solution? La bonne solution, c'est bien sûr de permettre à la population palestinienne qui n'a rien demandé de vivre en paix, elle aussi, et de s'envisager un avenir, comme les Israéliens, de vivre en paix sans être tous les jours victimes soit d'attentats terroristes, soit de tirs de roquettes ou de missiles ou de drones. C'est ça la situation aujourd'hui. Alors, bien sûr, tout le monde accuse Netanyahou de continuer la guerre parce que ça lui permet de se maintenir au pouvoir. Bien sûr, on accuse l'armée israélienne de génocide, ce qui n'est pas du tout un génocide, etc., etc. Et on voit bien que ce conflit israélo-palestinien s'importe en Europe par le biais des LFistes, par le biais de la gauche, ce qui n'est pas normal. On devrait au contraire chercher à faire la paix, mais non pas à prendre position radicale contre Netanyahou comme le fait le président de la République française, alors que, après 7 octobre, que voulait-il faire, Emmanuel Macron? Il voulait créer une coalition anti-Hamas. Aujourd'hui, tant qu'il y a des otages israéliens, tant que le Hamas continue de tirer sur Israël, la guerre continuera. Si le Hamas décide de déposer les armes, si le Hamas rend les otages, morts ou vivants, si le Hamas décide de se dissoudre, je pense que les conditions seraient très différentes, en effet, et permettraient sans doute un début de reconstruction et sans doute une nouvelle ère peut-être de paix.
Voilà ce qu'on peut envisager, voilà ce qui se passe actuellement entre Israël et la bande de Gaza. Comment peut-on imaginer par ailleurs un État palestinien séparé entre la bande de Gaza d'un côté et la Cisjordanie de l'autre? Est-ce qu'un État qui fonctionne avec un autre État au milieu, comment tout ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un corridor qui est maintenu? On voit bien toutes les difficultés, voire les impossibilités. Et sauf quand on fait du wishful thinking, c'est-à-dire la pensée magique ou des vœux pieux, on peut s'imaginer que ça peut vivre. Mais non, je ne pense pas que ça puisse vivre. L'ONU a créé l'État d'Israël en 1948. Je pense qu'il est en effet nécessaire de penser à la population palestinienne qui est otage du Hamas d'un côté et qui se retrouve sous les obus et les bombes israéliennes. Voilà la situation, une situation compliquée, complexe, et qu'on ne peut pas gérer d'une phrase ou d'un coup de crayon et accuser les uns et les autres sans savoir. Qu'on soit faiseur de paix, oui. En tant qu'ancien militaire, je pense être un homme de paix. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue. Et le dialogue, c'est pas entre amis, c'est trop facile. Le dialogue, ça se fait entre ennemis, justement pour arriver à un début de paix. Mais avec qui traiter? On traite avec l'autorité palestinienne, elle est totalement discréditée. Quel est le ou les Palestiniens avec lesquels on peut discuter? Vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas de Palestiniens ou de formations palestiniennes qui émergent avec lesquelles on pourrait discuter pour arriver à un accord de cessez-le-feu et puis ensuite à un accord de paix. Discuter avec le Hamas, mais on voit bien que ça n'est pas possible. Ils ne veulent qu'une seule chose, ils ne rêvent qu'une chose, c'est la destruction d'Israël. Donc derrière, une fois que j'ai dit cela, quelle est la solution? Je n'en ai pas, je ne suis pas diplomate, mais je vois bien qu'il est nécessaire de prendre tout en compte pour arriver à mettre ça sur la table. Et il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur, qui soit ni israélien ni palestinien. Les accords d'Abraham étaient un bon début, mais d'ailleurs le Hamas a voulu, par son attaque du 7 octobre 2023, détruire cet accord du Hamas avec les pays arabes. Israël, de mon point de vue, est un peu le pion avancé de l'Occident. Et au-delà de la volonté de destruction d'Israël, c'est une attaque contre l'Occident, parce qu'Israël, finalement, est soutenu par les États-Unis d'Amérique, également soutenu par un certain nombre de pays européens. Donc c'est vraiment le pion avancé de l'Occident au Proche et Moyen-Orient. Et c'est en cela aussi où c'est une cible de la part de certains, et en particulier des islamistes, qui veulent détruire ce pays qui vit à la mode occidentale. C'est intéressant parce que vous ne dites pas la France quand vous dites soutenue par certains pays. La France soutient Israël, mais elle ne soutient pas le gouvernement Netanyahou. Mais on voit bien derrière, c'est que le gouvernement français est gêné par cette importation de ce conflit sur le sol même français. Quand on voit une Rima Hassan, par exemple, qui se balade avec son kéfier partout et qui crie, que ce soit d'ailleurs même au Parlement européen, où elle parle de génocide, cette volonté, mais la volonté israélienne n'est pas de tuer les Palestiniens. La volonté israélienne est de récupérer les otages et d'empêcher qu'on lui tire dessus tous les jours à partir de la bande de Gaza ou à partir du Sud-Liban. Fort de votre expérience de général, j'aimerais revenir avec vous sur un fait, c'est celui, vous savez, ce qu'on appelle les boucliers humains. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est longtemps répété. Il y a une guerre de la communication, d'ailleurs, aujourd'hui, entre Israël et le Hamas sur cette notion-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à la guerre, l'utilisation de civils dans la guerre, justement, en tant que bouclier humain? C'est quelque chose qui a été moins médiatisé de cette façon-là, finalement, en Ukraine. Pourtant, peut-être que l'Ukraine a peut-être usé aussi de cela dans sa guerre, dans sa stratégie de communication. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est inhérent à chaque guerre? Alors, malheureusement, ça existe. Que les combattants se retranchent derrière une croix rouge, se mettent dans un hôpital, dans une école. Malheureusement, ça existe. Je l'ai pu le voir à Sarajevo dans les années 90. Ça s'est vu ailleurs, ça s'est vu sans doute en Ukraine, ça se voit à Gaza en particulier, où les postes de commandement du Hamas, ou j'allais dire même les départs de coups de mortier, partent d'écoles, partent d'hôpitaux, partent d'infirmeries. On voit bien que des combattants sont conduits ou sont amenés à différents endroits grâce à des véhicules qui arborent une croix rouge, un croissant rouge, en tous les cas, un signal distinctif montrant que c'est quelque chose qui relève du service de santé qui donc, à ce titre-là, ne doit pas être visé. Alors bien sûr,
chaque combattant, celui qui a tiré sur un véhicule qui porte une Croix-Rouge, va dire c'est parce qu'il comportait des combattants. Et puis l'autre va dire mais non, c'est pas normal, ils ont tiré alors qu'il y avait des blessés à l'intérieur. Qui dit vrai, qui dit faux? À la guerre, c'est jamais blanc et noir. C'est souvent gris clair, gris foncé ou gris moyen. Il faut rester très très prudent parce que bien sûr chacun va chercher à communiquer pour mettre en exergue et accuser l'autre de tous les méfaits. Mais je sais bien que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait saint François de Sales. C'est ça. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir la vision la plus juste. Et même quand on a un service de renseignement, on a les faits. Après, l'analyse peut diverger selon la position, selon l'angle de vue, selon la situation dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que je reste très prudent sur toutes ces questions d'influence, pour revenir à votre première question. Et chercher toujours à être informé par plusieurs biais, par plusieurs médias, savoir discuter avec d'autres, même si on n'est pas d'accord avec eux, pour écouter leurs arguments. Parce que dans leurs arguments, tout n'est pas faux. Voilà, c'est pour ça que je crois beaucoup à la nécessité d'un dialogue constructif et pas se jeter des anathèmes au visage qui ne font pas avancer le schmilblick. Je propose qu'on parte vers l'Afrique, vers notamment l'Afrique sahélienne que vous avez connue, vous, dans vos opérations. Vous n'êtes pas sans savoir que nos intérêts ont reculé, en tout cas notre armée est partie de certains pays, on a même des ambassadeurs qui ont quitté, au profit notamment de la Russie. Ma question c'est, est-ce qu'un jour vous pensez qu'on reviendra, et est-ce qu'on a intérêt à revenir finalement? Alors oui, c'est toujours une question d'influence. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes et que font les Russes en Afrique? Ils créent des écoles de journalisme et qu'apprennent les jeunes journalistes ou les apprentis journalistes? Ils apprennent à détester l'Occident et à accuser l'Occident, et la France en particulier, de tous les maux. Et donc c'est une manière d'influencer, c'est une manière d'intoxiquer. Et derrière, de fait, la population africaine en vient à vouloir énormément à la France, parce que la France a été un pays colonisateur, même si c'est oublié ce que la France a apporté de bien, qu'on occulte totalement en ne voyant que, j'allais dire, la face mauvaise de ce qu'a été la colonisation. Derrière, une fois qu'on a dit ça, en Afrique, oui, je pense qu'on y reviendra un jour, mais aujourd'hui, on voit bien que les liens sont très fortement distendus avec les dirigeants. Parce que la population africaine, elle, a vu partir les Français, l'armée française à regret. Parce que l'armée française, ça voulait dire des médecins, ça voulait dire des infirmiers, ça voulait dire de l'emploi. Ça voulait dire beaucoup de choses. Or, aujourd'hui, beaucoup sont amenés à émigrer vers le nord et on voit arriver beaucoup d'Africains. Parce que justement, on n'a pas su établir des entreprises. La question que j'ai, que je me pose, c'est mais est-ce qu'on n'aurait pas dû, plutôt que d'aller mettre nos industries en Chine, implanter les industries en Afrique? C'est beaucoup plus proche. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé en Afrique un certain nombre d'ouvriers et de techniciens et d'ingénieurs qui auraient permis de développer ces industries qu'on a mises en Asie? Vous voyez, c'est des questions. Est-ce qu'on a pensé réellement à développer l'Afrique? Je pense qu'on y reviendra quand on aura un regard plus réaliste sur ce qu'est l'Afrique, donc la réalité africaine, et non pas vouloir imposer ce que nous sommes à l'Afrique. C'est tout le problème, c'est ce qu'a voulu faire un Jean-Noël Barrot au Tchad, où il est arrivé au Tchad avec le président Mahamat Déby, le fils d'Idriss Déby, dans lequel il a imposé les droits de l'homme, attention aux droits de l'homme, attention à l'égalité homme-femme, toutes des conditions qui n'ont rien à voir avec la réalité africaine. C'est-à-dire vouloir imposer ce que nous sommes à d'autres, vouloir montrer le bon exemple, oui, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais donner la leçon, faire des leçons, eh bien, que s'est-il passé 2 jours après? La France recevait un ordre en disant, ben voilà, on demande à l'armée française de partir, de quitter le sol tchadien. Alors que les Tchadiens étaient ravis, j'allais dire, de ces échanges entre armée tchadienne et armée française. Donc on voit bien derrière qu'il faut arrêter d'être donneur de leçons. Il faut regarder les Africains de manière différente et les regarder avec la réalité africaine. Non pas à chercher à leur imposer notre point de vue, mais leur apporter quelque chose qui puisse les aider à grandir avec une véritable stratégie. En 2100, 1 homme sur 2 sera africain. Donc on voit bien qu'on n'en a pas fini avec l'Afrique, et que si on ne prend pas le problème tout de suite, on va se retrouver en effet avec de beaucoup plus gros problèmes. Et non seulement l'immigration, mais qu'avec un continent
qui basculent dans la violence, et on le voit en Afrique du Sud, on l'a vu au Zimbabwe, on l'a vu au Kenya, on l'a vu dans beaucoup de pays africains, en Angola, avec une islamisation de la population qui va très vite, et donc qui dit islamisation dit violence, dit imposition de l'islam par la force. Une population donc, qui est en augmentation très forte. Au Niger, par exemple, je crois que la moyenne d'âge, c'est 17 ans ou quelque chose comme ça. Donc on s'imagine bien, c'est 7 à 8 enfants par femme. Il n'y a pas d'emploi. Donc ces gens-là trouvent de quoi se substanter en faisant le djihad, c'est-à-dire en fait en allant combattre pour les djihadistes qui leur donnent quelque argent. Lorsque nous sommes arrivés pendant le début de Serval en 2013, les forces spéciales à la tête desquelles j'étais, on a arrêté un certain nombre on est arrivé dans les camps d'entraînement djihadistes, et c'était des jeunes Africains qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Et eux, ils avaient 10 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA, ce qui n'était pas grand-chose, mais qui leur permettait d'envisager de fonder une famille, qui leur permettait d'envisager un avenir. C'est toute la difficulté. Soit on participe à cette construction de l'Afrique et au développement de l'Afrique. Si on ne fait rien, malheureusement, je crains que le problème nous revienne en pleine figure. C'est intéressant ce que vous dites parce que d'un côté, on a l'impression d'avoir effectivement un Quai d'Orsay qui peut avoir des positions un peu péremptoires sur la question des droits de l'homme vis-à-vis de certains pays africains, et de l'autre côté, du côté vraiment du Quai d'Orsay, une certaine faiblesse avec l'Algérie. C'est-à-dire, de l'autre côté, on a l'impression qu'on est tout pusillanime, tout gentil avec l'Algérie, même si on a à l'intérieur Bruno Retailleau qui hausse le ton, effectivement, qui tente de faire les choses, mais face à la question algérienne, c'est bien le Quai d'Orsay qui doit agir sur cette question. Et on a l'impression d'un deux poids deux mesures aussi sur cette question algérienne par rapport au reste de l'Afrique. Alors c'est vrai que l'Algérie est un cas un peu différent, les pays du Maghreb, mais on a un lien très particulier avec l'Algérie lié à la guerre. On a appelé guerre très récemment. C'était les événements d'Algérie, quand ça se passait dans les années, début 60, fin 50 et début 60. L'Algérie a un statut très particulier, différent de ceux du Maroc et de la Tunisie, avec lequel on est parti à peu près en même temps, mais ça s'est très bien passé au Maroc, comme ça s'est très bien passé en Tunisie. Mais on a voulu faire de l'Algérie des départements français, et en disant c'est la France. Le général de Gaulle avait une autre vision, et c'est lui qui disait si on ne fait rien, si on garde l'Algérie, ça sera plus colomber les deux églises, mais colomber les deux mosquées. On voit bien derrière que la vision qui était la sienne, et je trouve qu'aujourd'hui on n'a plus de vision, on n'a plus de vision lointaine. On pense à demain matin, on est dans une société de l'immédiateté, on n'a aucune vision, aucune stratégie lointaine. C'est quoi la France en 2100 ? Personne n'en sait rien et personne n'imagine. Or, pour construire un avenir meilleur, penser à l'avenir, investir, il faut penser à ce que sera la France en 2100, par exemple. Sur l'Algérie, le Quai d'Orsay est très faible. Et pourtant, les alertes, la façon dont on sait ce qui se passe avec l'Algérie, qui nous injurie, qui nous attaque systématiquement, qui nous accuse de tous les maux. Mais avec un président qui a osé dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité au moment de la colonisation, attendez, où est-ce qu'il a vu ça ? Si c'est pour faire plaisir aux Algériens, mais on a bien vu que faire plaisir aux Algériens, ça n'avait jamais marché. Je pense que les Algériens, c'est ce qu'avait dit un jour le président Bouteflika à un ancien ambassadeur, il dit « Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, je suis né français. Il y a un lien. Ils n'ont jamais coupé le cordon avec le père, me semble-t-il. Et il y a ce lien qui existe toujours, parce qu'il y a une population d'origine algérienne importante en France, mais qui, aujourd'hui, veulent se venger de la colonisation. Or, c'est oublier tout ce qui a été fait par les colons français qui ont émigré en Algérie, se sont implantés en Algérie à partir de la conquête de l'Algérie en 1830,
Il faut se rappeler, parce que ça, les Algériens ne lisent pas, que l'Algérie n'existait pas en 1830. C'était l'Empire ottoman. Et pourquoi est-ce que la France est intervenue? Mais parce qu'il y avait les pirates qu'on appelait les barbaresques, qui venaient enlever des gens sur les côtes méditerranéennes, pas uniquement françaises, mais aussi sans doute italiennes. Donc on voit bien derrière que l'intervention militaire française qui a eu lieu avait pour but d'empêcher les barbaresques d'attaquer nos propres côtes. Et derrière, effectivement, c'était de diffuser la civilisation, comme on le faisait à l'époque. Il y a eu des combats très rudes, très violents. La France a colonisé l'Algérie, en effet, mais a permis à l'Algérie d'avoir des hôpitaux, des routes, des écoles, etc., etc. On voit bien derrière que tout cet apport dont on peut être fier, la France peut être fière, on n'en parle jamais. On se flagelle, on dit « Oh là là, ce qu'on a fait n'est pas bien, on n'aurait jamais dû le faire ». Et avec à la tête un président de la République qui dit ça. Mais comment peut-on rendre fiers les gens qui veulent s'assimiler à la France? Donc oui, il y a un problème. Le Quai d'Orsay hésite, et finalement ne fait rien. Et si on n'avait pas, en effet, un Bruno Retailleau qui dise les choses, qui mette le poing sur la table, qui tape sur la table en disant « Mais ça, c'est la réalité. Voilà ce qui se passe, c'est inadmissible ». Eh bien, je pense qu'au-delà du fait... Alors après, l'action est plus difficile, parce qu'il y a des accords internationaux, et il faut changer un certain nombre de choses, un certain nombre de lois, parce qu'on a pris des lois, et petit à petit, on s'est lié les mains et les pieds, et c'est difficile, malheureusement, de changer, parce qu'on est quand même dans un pays démocratique dans lequel on respecte les lois qui ont été votées. Il y a certaines lois qui doivent être, en effet, évoluées pour se redonner de la liberté d'action que nous avons perdue face à l'Algérie. Et il y a une diaspora aussi algérienne très forte en France qui peut-être aussi fait peur aujourd'hui au président de la République. Ah bien sûr, on a peur que dans les banlieues, ça se soulève. La peur française, c'est que les banlieues se soulèvent contre le gouvernement en place. Mais je crois que si on ne montre pas une certaine fermeté, si on ne dit pas ce qu'on est, d'où l'on vient, si on n'est pas fier de ce qu'on est, fier de notre passé français, c'est ce qui a permis à la France d'être vainqueur de la Première Guerre mondiale. Les hussards noirs de la République ont rendu les petits Français fiers. Et où qu'on soit en France, qu'on soit alsacien, ou qu'on soit même africain à l'époque, c'était nos ancêtres les Gaulois. Ça peut paraître idiot, quand on est africain, de dire nos ancêtres les Gaulois. Mais derrière, c'était un état d'esprit, c'était une vision d'un monde démocratique, d'un monde dans lequel on cherche à vivre en paix, dans lequel on est fort, dans lequel on est fier de ce que l'on est, fier d'où l'on vient, pour construire un avenir meilleur pour ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On est dans une société de l'immédiateté, dans laquelle un certain nombre de nos dirigeants n'envisagent pas l'avenir parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de famille. Donc on pense à soi, on est dans une société de l'individu, une société qui repose que sur l'individu, et l'individu à qui on dit « tu as tous les droits, toutes les libertés ». Mais ça ne fonctionne pas comme ça, une société. Ça amène à la destruction de la société. S'il n'y a pas un cadre, l'ancien militaire que je suis dit qu'un cadre, ça rend libre. Dès lors qu'on sait qu'on a une limite droite et une limite gauche, eh bien, on a tout le loisir de s'épanouir à l'intérieur de ces limites et de ce cadre. Vous avez parlé de Rima Hassan tout à l'heure. Vous savez qu'il y a une guerre dont elle ne parle jamais, ou quasiment jamais. C'est la guerre en Ukraine, une guerre directement sur le continent européen. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que Emmanuel Macron, lui, est-ce qu'il en fait assez aujourd'hui sur le plan diplomatique pour essayer de mettre fin à ce conflit? Vous savez qu'il a parlé peut-être, on ne savait pas, engager des troupes ou non. Est-ce que vous y êtes favorable? Quel est votre avis sur ce dossier ukrainien? L'Ukraine. Au départ, Emmanuel Macron, il avait cherché à discuter avec Poutine en disant qu'il fallait discuter et dialoguer. Il avait raison, de mon point de vue. Après, Poutine l'a mal considéré et il est revenu en arrière. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Est-ce qu'il en fait assez? On voit bien que les États-Unis sont en train de se désengager et qu'un Donald Trump aurait été dit les Européens, c'est votre guerre. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Maintenant, elle existe. J'arrive pas à faire la paix en dépit du fait que j'ai dit en 24 heures, je vais régler le problème. Mais on voit bien les difficultés. Vladimir Poutine n'a pas envie de faire la paix. Il sent qu'il peut gagner cette guerre et il imagine que le front ukrainien s'effondrera un jour. Et surtout si les Américains arrêtent de soutenir l'Ukraine. Derrière, où est l'Europe ?
savez, l'Europe, je vois ça du Parlement européen, l'Europe, c'est Tanguy. C'est le film Tanguy. Cet éternel adolescent qui, à 30 ans, n'a toujours pas quitté le domicile de ses parents, et ses parents font tout pour qu'il s'en aille. Quitte à dévisser la plaque de la salle de bain pour qu'il se prenne les pieds dedans, etc. Eh bien, c'est un peu pareil ce qui se passe. C'est-à-dire que les pays européens ne veulent pas quitter le cocon américain. Et quand bien même, à Donald Trump leur met coup de pied aux fesses en leur disant « attendez, débrouillez-vous, c'est votre guerre, dépensez plus pour votre défense, etc. etc. » Qu'est-ce qui se passe chez les pays européens? Les pays européens, ils sont persuadés qu'il faut conserver cette protection américaine. Sinon, on se sent nu, on ne peut pas sortir comme ça et être responsable de sa propre sécurité. C'est fou de penser, c'est ce que disait Donald Tusk, l'actuel Premier ministre polonais, il faut arrêter de penser que 450 millions d'Européens doivent être protégés par 350 millions d'Américains. Et finalement, Emmanuel Macron, je pense, s'est rendu compte de ça et cherche à monter une coalition des volontés avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne et avec la Pologne. Mais derrière, une fois qu'on a dit ça, la France n'a pas mis 1 euro de plus dans sa défense. Il n'y a pas 1 euro de plus dépensé. Vous allez voir les industriels de la défense. Aucun ne vous dit « j'ai eu plus de commandes ». Il y a eu des commandes à l'export, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des pays extérieurs qui ont commandé. Mais la France n'a pas commandé plus. La France a donné du matériel, c'est vrai, aux Ukrainiens. Mais c'était des matériels, des AMX-10 Sarcé. C'est du Mirage 2000, c'est-à-dire des matériels militaires en fin de vie. Même s'ils sont toujours utilisés dans l'armée française. L'armée française s'est affaiblie. On a désarmé en partie l'armée française. Les Mirage 2000 qu'on a donnés, qui devraient être remplacés par des Rafales, c'est peut-être dans 10-15 ans. Les AMX-10 RC qui doivent être remplacés par des nouveaux matériels, c'est pas demain matin. Donc, d'un côté, Emmanuel Macron cherche à exister sur le plan international en prenant la tête d'une coalition des volontés. Par un autre côté, on désosse un peu l'armée française, qu'on a en partie désarmée, malheureusement. Allez questionner les industriels. Ils vous diront, mais je n'ai pas de commande. Hier, j'ai été voir un investisseur. Il m'a dit, mais il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande. Donc, investir, oui, mais pour augmenter les chaînes de production. Mais s'il n'y a pas de commande, on ne va pas investir alors qu'il n'y aura pas de commande. Vous voyez, c'est tout l'ambiguïté de la France aujourd'hui, d'un Emmanuel Macron, qui à la fois veut être présent pour dire on vous soutient les Ukrainiens, et mon point de vue, c'est qu'il est normal que l'Ukraine soit indépendante et puisse choisir son propre destin. Une Ukraine qui a été attaquée le 24 février 2022. Une partie de son sol est occupée. Les oblasts du Donbass n'ont pas été totalement conquis militairement par les Russes, mais ont été annexés de manière administrative par les Russes. Voilà où on en est. Comment on pourra en faire plus? C'est une question que je pose souvent. Au Parlement européen, très longtemps, on a parlé, on soutient l'Ukraine jusqu'à la victoire. C'est quoi la victoire de l'Ukraine? C'est je reprends les territoires occupés par la Russie, c'est je reprends la Crimée, c'est ce que dit un Volodymyr Zelensky. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? L'armement qu'on a donné aux Ukrainiens, le soutien financier aux Ukrainiens a permis aux Ukrainiens de tenir face aux Russes, de reculer doucement, mais de tenir. Qu'en sera-t-il demain? Est-ce qu'on veut faire la guerre? Je ne crois pas un instant qu'on veuille faire la guerre. Je ne crois pas un instant qu'on est prêt à aller combattre aux côtés des Ukrainiens pour repousser les Russes. Ce que j'ai dit aussi au Parlement européen, c'est que j'ai dit mais les Européens ont menti aux Ukrainiens en leur laissant croire que grâce à l'armement qu'on va leur donner, ils vont gagner la guerre. Non, on ne leur a pas mis de tenir. Si demain on arrête de les soutenir, en effet, je pense que les Ukrainiens reculeront définitivement. Il est nécessaire d'arriver pour moi à cesser le feu. Mais pour ça, il faut dialoguer. Et que les Européens refusent de parler à Poutine, je pense, de mon point de vue, est assez dommage. Car on ne dialogue jamais avec ses amis, comme je vous disais tout à l'heure, on dialogue avec ses adversaires. Et il est nécessaire de dialoguer avec les Russes. Même si les Russes sont un adversaire, on le voit bien en Afrique, j'ai parlé des écoles de journalistes qui sont montées pour diffuser une parole anti-française. On voit bien l'influence
contre les Français en Afrique. On voit bien les attaques cyber menées par les Russes. Donc oui, la Russie est un adversaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que Poutine a annoncé que son premier ennemi, c'était les Français, en partie parce que Emmanuel Macron a pris la tête entre guillemets, de cette coalition des volontés. Que faire de plus pour que les Ukrainiens gagnent ? Je ne vois pas, si ce n'est d'aller combattre ce que je ne crois pas un instant, et c'est dans l'intérêt de personne en réalité. Permettre qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait une ligne de séparation, oui. Permettre aux Ukrainiens de recouvrer leur territoire tel qu'il était en 1991, j'y crois peu. C'est triste pour l'Ukraine, je l'admets, mais l'histoire est faite de conquêtes. Et on a tous cru, après 1945, que les frontières ne bougeraient plus. Malheureusement, le monde est dangereux. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Malheureusement, la Russie était plus forte militairement. L'Europe a oublié que la guerre existait. L'Europe a oublié, pensant que les dividendes de la paix étaient pour toujours. L'Europe a oublié de s'armer. L'Europe a oublié d'avoir une défense puissante et forte qui soit dissuasive vis-à-vis d'éventuels agresseurs. L'Europe réapprend tout ça. Le réveil est lent, le réveil est douloureux, et il faut s'y mettre. Et j'ai le sentiment qu'on s'y est un peu mis, mais pas suffisamment encore. La France, parfois, me laisse penser plus à une autruche qu'à un coq fier et chantant. Voilà où nous en sommes. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que l'Europe a oublié la guerre, et c'est vrai parce que finalement cette guerre, elle a commencé en 2014, c'est-à-dire qu'elle était déjà présente sur notre sol. Finalement, on la regardait pas cette guerre à l'époque, pourtant elle était déjà meurtrière, et bien avant, il y avait déjà des bombardements dans le Donbass, des soldats qui mouraient. Est-ce que vous, quand vous étiez peut-être aux manettes, aux commandes, vous regardiez ça déjà d'un œil où attention, c'est peut-être un conflit qui pourrait nous entraîner dans quelque chose de plus large ? Bien sûr. Tout le monde était surpris par l'invasion de la Crimée, mais la guerre dans le Donbass était très suivie. La guerre dans le Donbass entre 2014 et 2022, c'est environ 15 000 morts. 5 000 soldats russes, 5 000 soldats ukrainiens et 5 000 civils. Environ, c'est des chiffres un peu à la louche, mais qui montrent quand même le volume et c'était une vraie guerre. Bien sûr qu'on regardait. En termes de renseignement, et la question que nous nous posions, est-ce que les Russes vont aller plus loin, est-ce que les Russes vont attaquer demain ? Bon, ils l'ont fait. On a bien vu cet amassement de matériel, cette mobilisation, l'arrivée d'hôpitaux de campagne qui veut dire effectivement qu'on risque de commencer une guerre, mais en même temps, c'était sous couvert d'un exercice d'entraînement. Et les services français ont analysé la chose en disant « Non, il a trop à perdre à attaquer, il n'attaquera pas ». Mais ce n'était pas des faits, c'est une analyse. Les faits montraient bien que les Russes étaient prêts à attaquer. Les Américains avaient dit « ça sera le 10 février », ça n'a pas été le 10 février, ça sera le 14 février, ça n'a pas été, bon, c'était le 24 février. Est-ce qu'ils avaient d'informations supplémentaires par rapport aux Français ? Je ne sais pas. Mais eux ont pris le fait en disant « ils vont attaquer ». Et de fait, ils ont attaqué. Les Ukrainiens eux-mêmes ont été surpris. Et pourquoi ça s'est mal passé ? C'est que les Russes étaient tellement persuadés de leur victoire qu'ils n'ont pas pris toutes les conditions pour réussir. Ils s'étaient persuadés de s'enfoncer dans du beurre. Ça n'a pas été le cas. Et ça a été des unités territoriales, plutôt de réservistes ukrainiens, qui ont empêché l'atterrissage d'avions de transport qui auraient permis de prendre la ville de Kiev, en effet, en bloquant des ponts et en détruisant des ponts, qui n'a pas permis l'arrivée suffisamment de renforts pour que l'armée russe prenne Kiev, ce qui était l'objectif envisagé de renverser Volodymyr Zelensky. Mais bien sûr qu'on a suivi ça. Comme un service de renseignement, c'est fait pour essayer d'anticiper, d'avoir une appréciation de situation de manière autonome, de façon à ce que les autorités politiques, les décideurs politiques, sachent exactement ce qui existe, ce qui est, afin de prendre la meilleure décision possible pour notre pays, la France en particulier. Voilà ce qui en est aujourd'hui. C'était une guerre qui a commencé il y a longtemps. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est un peu une sorte de guerre civile, finalement, parce que en Russie, vous avez tous des familles qui sont liées, qui ont la famille ukrainienne, et des Ukrainiens qui ont la famille russe. Même un Volodymyr Zelensky parlait mieux le russe que l'ukrainien.
et toute la partie du Donbass, les gens parlaient plus russe. Alors on dit aujourd'hui que cette révolte dans le Donbass était liée au fait que les Ukrainiens ont voulu montrer que seule la langue ukrainienne était la langue officielle et que la langue russe n'était plus une langue officielle. C'est sans doute vrai, mais derrière il y a aussi de l'influence. Même chose, c'est toujours l'intoxication. Je rappelle que les Russes sont les rois de la désinformation. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On se souvient des livres de Vladimir Volkov qui écrivait justement sur cette capacité des Russes à désinformer et à intoxiquer. Vous l'avez un petit peu évoqué, c'est vrai que depuis 2-3 ans, on parle beaucoup là, de la subversion russe, des désinformations. On a vu des cas concrets dans notre pays de désinformation. Et là, cette semaine, est tombé le rapport sur les frères musulmans, sur leur entrisme, leur influence. Un rapport qu'avait Emmanuel Macron, finalement, depuis quelques mois déjà sur son bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pareil, c'est un réveil tardif, peut-être? Pourquoi, en fait, finalement, est-ce qu'on a décidé en interne, peut-être au niveau de la DGSI, de le publier? Est-ce qu'il y avait une envie, peut-être, d'alerter l'opinion publique, d'avoir un choc? Je pense notamment, vous savez, on pense parfois à nos institutions, à l'armée, à la police, à des facteurs stratégiques aujourd'hui en France qui pourraient être infiltrés. Quelle est votre analyse justement sur la volonté de publication de ce rapport? Alors, elle est le fait et le choix de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, de façon à montrer aux Français la réalité. Le président de la République, Emmanuel Macron, d'ailleurs, on l'a bien vu là, après le Conseil de défense qui a eu lieu, au Conseil de sécurité et défense qui a eu lieu après la publication, où on s'attendait à des mesures. Aucune mesure n'a été prise, ça a plutôt été une critique vis-à-vis de ses ministres, en particulier de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, en arrivant au ministère de l'Intérieur, je crois, a été très surpris par l'état réel de la France, l'état réel de nos banlieues, avec la gangrénation par la drogue, la gangrénation par le frérisme musulman. Et il a voulu montrer aux Français la réalité, pour que les Français prennent conscience. Et je crois que c'est bien de dire aux Français, on cache trop souvent aux Français la réalité. On cache trop souvent en disant, mais ils ne sont pas suffisamment adultes, on va leur cacher la réalité. Il n'y a rien de pire que ça. Le citoyen français qui est électeur a besoin de connaître la vérité, a besoin de savoir ce qui est ou ce qui n'est pas. Je prends un exemple. Gérald Darmanin a reconnu récemment que la question des supporters anglais autour du Stade de France était évidemment un mensonge. Vous voyez, c'est typiquement ça. C'est ce que je n'aime pas du tout chez Gérald Darmanin. Cette façon d'enrober les choses et de cacher. Tout le monde a bien vu, en regardant les images à la télévision, que ce n'étaient pas des supporters anglais qui avaient semé le foutoir. Mais c'était des gens arrivés des banlieues. C'était pas du tout les Anglais. Donc on voit bien derrière qu'il y a cette volonté de cacher, de façon à éviter d'embraser les banlieues. Les gens ont peur d'embraser les banlieues. Vous savez que Emmanuel Macron, au moment des Gilets jaunes, a eu peur pour sa vie, au Puy-en-Velay. Je pense que si sa voiture avait été arrêtée, et il s'en est fallu de peu, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé, mais je pense que certains lui auraient cassé la figure, sincèrement. Donc il a eu peur physiquement. Et Brigitte Macron a eu également peur physiquement, à tel point, c'est qu'ils étaient prêts à se retrancher dans l'Élysée. Reconnaissance du PC Jupiter enterré, etc., etc. Donc on voit bien derrière qu'il y a une peur physique d'une émeute populaire. Alors évidemment, on a la chance en France de bénéficier d'une police efficace, d'une gendarmerie efficace pour éviter ça, mais la tentation est là. Et un embrasement tel qu'il pourrait exister, on l'a connu avec des banlieues après c'était du temps de Nicolas Sarkozy, où il y a un jeune qui était tué... En 2005. Oui, en 2005. Merci. On voit bien derrière, c'est cette peur-là de dire ce qui est pour... On a un peu l'impression, vous savez, c'est la grande Catherine II qui visite les villages Potemkin, dans lesquels tout est beau, tout est bien, Madame la Marquise. Circulez, braves gens, il n'y a rien à voir. Non, circulez, braves gens, il n'y a pas rien à voir, il y a beaucoup à voir. Et je crois que ce rapport met les points sur les i, dit ce qui est, avec cette volonté du frérisme musulman de nous imposer la charia de l'intérieur en détruisant la société de l'intérieur. Vous savez, les menaces aujourd'hui qui pèsent sur la France, elles sont de plusieurs ordres. Elles sont des menaces militaires, elles sont des menaces de division. Pour moi, Donald Trump, comme à Vladimir Poutine, veulent quoi? Ils veulent la division de l'Europe. Alors, pas de la même manière, évidemment. Mais je reste persuadé que si les Américains ont poussé le Brexit, c'est pour faire imploser l'Union européenne. Parce qu'ils ne veulent surtout pas avoir une puissance économique
voire militaire, supérieure à la leur. La Russie, même chose, ne veut pas d'une Europe puissante, qu'elle discute avec les nations. Et on voit bien derrière que Vladimir Poutine cherche à dialoguer avec les uns et les autres, cherche à mettre en place des régimes qui lui soient plutôt favorables. La Chine, même chose, elle cherche à nous imposer sa vision économique. Elle cherche à nous imposer et à nous fournir, voire à nous imposer ses véhicules électriques ou que sais-je, à moindre coût. Et ça, ce qui tuerait notre propre industrie, finirait de tuer notre propre industrie. La Turquie, même chose, qui pousse le frérisme musulman justement pour détruire nos sociétés de l'intérieur. Nos sociétés qui, comme elles savent plus très bien qui elles sont, d'où elles viennent, qui ne sont plus fières de ce qu'elles sont, qui se flagellent, qui font de la repentance, finalement, on ne sait plus très bien. Et ce frérisme musulman s'ancre doucement mais sûrement. Quand je pense qu'au niveau du Parlement européen, il y avait une campagne de publicité qui est faite par la Commission sur la liberté dans le hijab, mais où est-ce qu'on a vu ça? Où sont les féministes? Où sont les gens pour l'égalité homme-femme? Ce frérisme musulman ne veut pas l'égalité homme-femme. Enfin, tout est comme ça. Donc, je crois qu'il était important, en effet, que Bruno Retailleau mette à la lecture de citoyens que nous sommes ce rapport sur le fondamentalisme musulman qui cherche à nous pénétrer et qui cherche à nous renverser par l'intérieur pour mettre en place la charia qui, selon eux, est la loi divine et qui doit être appliquée quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Pour ceux qui nous suivent actuellement sur YouTube, on arrive à la fin de cet entretien, mais qui va continuer sur notre plateforme Frontières Plus. Encore 2 questions qui ont été données par nos abonnés pour justement le général Christophe Gomard. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous invite à aller sur la plateforme Frontières Plus si vous voulez avoir la suite de ces questions. Merci beaucoup Christophe Gomard d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un entretien passionnant. Je pense qu'il aura vraiment plu à toutes les personnes qui nous ont suivis à la fois sur YouTube et jusqu'au bout nos abonnés qui ont pu voir leurs questions justement être mises en avant. On était vraiment contents de passer ce moment avec vous. Et moi également. Voilà, on est très heureux et puis on souhaite vraiment une excellente soirée à tous nos abonnés qui nous suivent fidèlement. Merci. Merci.